Salut à tous, donc bienvenue donc sur l'entrepreneur à la stase, épisode numéro 18, où aujourd'hui donc j'ai la chance donc d'interviewer un autre podcasteur, un Français qui est parti vivre au Québec donc depuis quelques années. Il nous parle aujourd'hui donc de storytelling, donc comment faire plus de ventes grâce au storytelling. Donc il a aussi donc d'autres connaissances comme le social media, les réseaux sociaux. Indirectement, je vais le pousser vers le copywriting, comme quoi donc je suis des fois donc un peu perdu avec tous ces termes. Pourtant, je suis moi-même dans le marketing, mais ça fait que 2 ans et demi, on va dire. Donc c'est très bien, il m'a vite recadré et on a pu parler un peu des deux. Donc voilà. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à partager. Je mettrai donc tous les liens donc de Julien à la fin, dans la retranscription. Et puis donc moi je vous dis donc à tout de suite avec Julien Carcali. Salut Julien, comment tu vas? Ça va et toi, Très bien, Thierry? merci. Merci d'avoir accepté donc l'invitation. Donc aujourd'hui, donc tu vas nous parler donc de storytelling, ce qui est très important en web marketing et en ligne. Et donc j'espère que tu vas éveiller un peu donc l'esprit de certains qui disent mais c'est quoi le storytelling et qu'on va pouvoir faire plein de business grâce au storytelling. Mais Donc c'est clair. parle-nous un peu de toi et puis ensuite on va partir donc sur les questions sur le storytelling. Bah écoute, donc moi je suis Julien, j'ai un peu plus de 30 ans, 35 même quasiment. Et ça fait 5 ans que je vis au Québec. Je suis français d'origine, ça s'entend avec l'accent, j'ai pas l'accent québécois. Du tout, pas en tout comme on dit ici. Mais voilà, ouais, ça fait 5 ans que je suis arrivé au Québec. Je suis arrivé même la première fois ici il y a 10 ans, mais je suis reparti entre deux. J'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal bourlingué un peu partout en Europe, Pacifique, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ouais, t'es bien renseigné, dis donc. Donc voilà, ouais, j'ai fait pas mal de choses et puis il y a un moment où je me suis dit tiens, j'ai envie de me poser. J'avais fait pas mal de villes, puis je m'étais dit justement c'est l'objectif aussi de pouvoir découvrir d'autres villes parce que la France à l'époque quand moi je l'ai quitté c'était en 2007 et à 2008 il y a eu la crise financière. On peut pas dire qu'on arrivait à trouver énormément de travail. J'ai un master en commerce en France et puis c'était assez compliqué donc je me suis dit bon bah je vais aller voyager, je vais aller voir ce qui se passe à l'étranger. Et puis comme j'avais envie d'apprendre l'anglais en plus, écoute, ça a été une bonne opportunité. Puis depuis, j'ai jamais quitté mes voyages à l'étranger, puis j'y suis toujours. Donc Ok. voilà, Montréal est une ville exceptionnelle pour y vivre. C'est vraiment très agréable, Même en hiver? même si on a pris 40 centimètres de neige il y a 3 semaines, il y a Ah, 3 jours, excuse-moi, et qu'il y a 3 semaines, il faisait encore moins 30. d'accord. Mais, Ok. mais voilà, c'est le jeu. Ça m'empêche pas de faire du vélo. Donc, tu vois, même en hiver, j'ai aucun souci. Donc, c'est D'accord. vraiment une superbe ville, c'est très agréable. Puis bon, ça reste l'Amérique du Nord avec le dynamisme qui existe en Amérique du Nord. En Donc, plus que les Québécois de nature sont extrêmement gentils. Donc si tu aimes la ça, ouais, tu en gentillesse, as donc rencontré quelques-uns a priori dans tes podcasts. Puis j'ai vu à l'heure où on tourne le dernier podcast qui est avec Marco Bernard, que je connais, avec qui j'ai aussi tourné un podcast puis qui est très agréable. Et puis pour en revenir, moi aussi je suis podcasteur, donc j'ai un podcast qui s'appelle Comme Julien et comme sur Julien lequel là. je développe tous des outils pour le copywriting et le storytelling. Donc c'est très très D'accord. intéressant. J'interviewe comme toi des gens. Je fais aussi des podcasts en solo où je fais des séries, des choses comme ça, où je développe ce genre de sujet pour aider les entrepreneurs de manière générale et certains webmarketeurs à apprendre ce qui est le storytelling, à apprendre ce qui est le copywriting, à apprendre en fait à tout simplement à promouvoir son entreprise par le biais des histoires qu'on peut raconter ou de ce que l'on peut écrire. Donc ni plus ni moins, c'est ça. Comment t'en es venu en fait compte au storytelling? Est-ce que c'est ton côté créatif, parce que tu as beaucoup voyagé, donc on va dire que c'est aussi un côté qui aime découvrir, ou parce que tu avais plutôt un master en commerce? Qu'est-ce qui fait que tu es venu au storytelling? Je pense que ça a été une combinaison des deux. J'ai géré pas mal de projets avant. J'ai été gestionnaire commercial en France, donc j'ai commencé un peu avec le copywriting à l'époque, storytelling aussi, puisque je discutais avec des vendeurs et puis il fallait que je leur apprenne à vendre. Et puis par la suite, moi j'ai monté des projets et puis j'ai vu que le storytelling et le copywriting étaient extrêmement importants. Pour la petite histoire d'ailleurs, c'est des projets qui n'ont pas tous abouti, qui n'ont pas tous réussi, mais c'est pas grave. L'important, c'était plus d'apprendre. Puis aujourd'hui, j'en suis arrivé par le biais des rencontres à parler de ça et à m'y intéresser beaucoup. J'en suis arrivé à ça parce que c'est quelque chose qui me plaît, et puis ça me parle, ça me fait vibrer. Et c'est pour ça que je fais ça parce que quand j'en parle, je suis plus moi-même quasiment. Tu sais. Ou alors je suis totalement D'accord. moi-même, l'un ou Donc, l'autre. C'est vraiment, je d'accord. me, je Ouais, me, je me c'est le transcende, choix. puis c'est là où je kiffe. Tu sais. Donc c'est pour ça que je le fais.
Bah, c'est bien parce que des fois, moi, on me pose la question parce que j'ai des amis qui écoutent au début les premières personnes qui écoutent le podcast, c'est des amis, malheureusement ou heureusement. Et donc, ils me disent, mais des fois, tu parles, je comprends pas ce que tu racontes, c'est du chinois, c'est trop technique. Donc, pour ceux qui comprennent pas, c'est quoi le storytelling et pourquoi on a besoin du storytelling? Bah écoute, le storytelling, c'est ni plus ni moins que de raconter des histoires pour vendre. C'est ça l'objectif. Donc, en fait, on le fait plus ou moins tous les jours, tous, à différents degrés. L'objectif de ça, c'est vraiment de dire, bah, on raconte notre propre histoire, on raconte l'histoire, bah, soit de nous-mêmes si on est par exemple entrepreneur solo, soit on va raconter l'histoire de notre produit, parce que tout produit a une histoire. Tu vois, là, tu me demandes comment tu es venu à faire du storytelling. Ben, c'est exactement comme ça. Si vous allez demander quelqu'un, un ébéniste qui va faire un meuble, obligatoirement, il y a une histoire. Pourquoi ce mec-là fait aujourd'hui un meuble? C'est parce que il y a eu un processus derrière d'apprentissage, il y a eu un processus, il y a eu un déclic qui a fait que il a eu envie de faire des meubles. Donc, tout a une histoire Bah, et c'est important de le raconter. disons que toi, en fin de compte, parce que je vais voir comment moi je le vois, et peut-être comment ceux qui ne comprennent pas le voient, c'est que la personne qui vend le meuble, si elle le vend simplement, achetez-moi mon meuble, mais personne ne va l'acheter, mais s'il raconte une histoire, T'as comme on toujours a tous grandi avec des belles histoires, il va mieux le sentir et ça va passer plus facilement. Parce que moi, Et, je viens du porte-à-porte de la vente, donc c'est pour ça. mais c'est exactement ça, parce que tu le dis très bien, ça vend beaucoup plus facilement. S'il y a une histoire derrière, les gens sont habitués depuis tout petit à écouter des histoires. Et depuis des millénaires, les êtres humains entre eux se racontent des histoires. C'est quelque chose qui est dans nos gènes. Tu sais. Et le fait de raconter des histoires, pas seulement pour vendre, mais aussi pour raconter ce qui est notre produit, tu sais. Même si la personne n'achète pas en face, c'est pas grave. L'important, c'est plutôt de pouvoir développer et discuter sur ce qu'on fait, tu sais, et puis aussi sur ce que les autres font. Mais raconter des histoires, c'est la base. Et si on raconte pas des histoires, comme tu dis, et si on dit, bah voilà, achetez mon meuble, ça ne marche pas. Par contre, si on commence à raconter tout le background qu'il peut y avoir derrière, tous les aspects un peu croustillants de la vie, tu sais, et ben là tout de suite, on capte l'attention. Et comme on capte l'attention, les gens vont se dire bah, tiens, ce mec-là, il est super intéressant. Ou Ouais, cette entreprise est super intéressante. il y a plus d'émotions. Donc, mais toi, en storytelling, donc là, tu es plutôt expert, donc plutôt storytelling classique ou marketing, donc surtout sur une page de vente ou même à l'extérieur, donc hors de la page de vente, vraiment une personne qui a besoin donc, de se présenter en tant que personne et qui est son propre produit, comme souvent. Est-ce que, Ouais. pareil, il y a un storytelling aussi? Eh ben, il y a du storytelling. Moi, c'est vrai que je m'occupe plus des pages de vente et puis je fais aussi du copywriting par le biais d'annonces parce que à la base, je suis un stratège marketing enfin depuis quelques années, tu sais, et je fais beaucoup de campagnes de publicité en ligne. Donc moi, c'est mes trucs Facebook Ads, Google Ads, c'est ce genre de choses sur lesquelles moi je performe, tu sais. Donc je fais aussi beaucoup de copywriting, mais le copywriting inclut le storytelling à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est pas la même chose, mais tu peux raconter des histoires dans ton copywriting. Ton copywriting, c'est ni plus ni moins tes pages de vente. Là. Mais à l'intérieur de tes pages de vente, tu vas essayer de raconter des histoires pour pouvoir engager le client. Et c'est là toute la chimie qu'il faut arriver à trouver. Au départ, quand on démarre, c'est sûr que c'est peut-être pas si simple que ça, mais ça se teste. Et aujourd'hui, bah, il y a des outils pour ça. Et c'est extrêmement utile de prendre ces outils et puis de faire des versions X, Y, Z pour pouvoir capter le mieux notre audience. Quels sont les outils dont tu parles? Ah bah, ni plus ni moins le test AB. Moi, tu sais, ça reste Ah oui, très c'est un vrai simple là, marketeur. mais ouais, le test AB, c'est un test AB comme ça paraît très technique. Hein. Mais test AB, en gros, c'est faire une version A, faire une version B, tester la version A contre la version B, voir quelle est celle qui performe le mieux. Au bout d'un certain temps, d'un certain nombre de clics sur cette annonce, ben, vous choisissez celle qui performe le mieux et vous virez l'autre et vous en refaites un deuxième B ou un deuxième A comme vous voulez et puis vous refaites un test et vous essayez encore une fois de battre la A ou la B qui a été la meilleure avant. C'est ni plus ni Parce moins que que ça. Hein. souvent, ça peut faire peur à certains qui débutent en ligne, parce que Ouais, même tout moi à fait. qui suis maintenant depuis 2 ans en ligne, j'ai vu certains logiciels où c'était souvent automatique dedans. Il suffit de Oui, monter une page de vente ouais. et d'autres où, dernièrement, bon, parce que je sais que j'ai un gros problème de ROI sur mon blog, donc je le dis ouvertement, je l'ai déjà dit en plus. Et donc, j'ai voulu prendre Google, je crois que c'est Google Optimize, quelque chose comme ça. Ouais. Il fallait mettre des codes, et j'ai dit, oh, ça m'a. J'ai commencé, puis ensuite, j'ai mis de côté. Après, dernièrement, j'ai pris, je crois que c'est Optimizely.
un Ouais. logiciel et qu'on met un code sur son site et tout. Ça Ouais. m'a embêté, je l'ai laissé 3 jours. Donc voilà, donc il faut quand même, toi qui es marketeur, ça te paraît facile, mais pour certains, en fin de compte, il faut quand même aimer un peu l'analyse. Est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux prendre le service de quelqu'un d'autre? Et à quel niveau on peut commencer à passer par quelqu'un d'autre? Je ne peux pas le faire par soi-même. Oh, bah, à quel niveau? C'est très simple, hein, c'est quand vous commencez à faire de l'argent. Si vous n'avez pas le cash pour pouvoir prendre quelqu'un comme moi, la plupart des gens, des marketeurs qui ont un minimum de renommée, c'est 80 ou 100 euros de l'heure. Tu sais. Donc, D'accord. faut quand même voir ça, c'est que ça demande un certain budget, un certain engagement. L'argent, je pense que c'est le premier truc, tu sais, et puis c'est aussi la volonté de réussir. Tu peux pas te dire que, bah, je sais pas, genre j'ai testé des projets auparavant et tu vois tout de suite si ça fonctionne ou pas. Tu vois tout de suite si il y a quand je dis tout de suite, c'est au bout de 3, 6 mois, tu sais, tu te sens si oui ou non il y a quelque chose. Si je reprends par exemple sur mon podcast, au bout de 3 ou 6 mois, j'ai senti qu'il y avait une alchimie, qu'il y avait quelque chose qui me permettait de continuer. Tu sais. Si ça tu le sens pas, ça sert à rien. Ça sert à rien de faire du test A/B. Tu sais. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, donc il faut faire du Euh, test A/B sur quelque chose où tu as déjà un retour il sur faut investissement. avoir une certaine donnée, il faut avoir un certain public qui t'écoute avant. Tu sais. Parce que si tu arrives, tu peux le faire, hein, tu peux le faire par le biais des publicités. Mais encore une fois, la publicité va te coûter de l'argent. Et, Euh, et en donc, plus, si tu le fais sur un truc qui ne convertit pas, ça n'a pas de sens. exact, tu as tout compris. Donc, tu Ouais. sais, encore une fois, c'est de l'alchimie, tu sais, puis il faut arriver à déterminer le bon moment. Moi, je dirais que, tu sais, il faut déjà arriver avec un projet qui a 6 mois, 1 an minimum, tu sais, avoir commencé, avoir quelques clients, tu sais, puis à partir du moment où tu as commencé à avoir quelques clients, que tu as une certaine base, puis que tu te dis oui, mon projet est viable, là, tu peux commencer à faire du test A/B, tu peux commencer à faire du storytelling, tu peux commencer à engager des mecs comme moi ou D'accord. d'autres types de marketeurs. Avant, je ne suis peut-être pas convaincu parce que, encore une fois, le problème, c'est aussi que ton idée n'est pas forcément claire. Tu sais, je sais pas, tu as démarré certainement plein de projets aussi dans ta vie, tu sais, que ce Beaucoup. soit des projets perso ou pro, hein, je parle même pas, Mhm. il n'y a pas de différence. Dans les 3 ou 6 premiers mois, tu es toujours un peu à tâtons. Tu es là à te dire, putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que, euh, est-ce que je prends telle ou telle décision? T'en sais rien. Tu sais. Donc, tu y vas doucement, petit à petit. C'est avec le temps que tu fais. C'est pour ça que moi, je dis un projet de 6 mois ou 1 an, c'est le minimum. D'accord. Et donc, bon, alors, donc là, on va répondre plutôt à la question des petites TPE, des Ouais. personnes qui n'ont pas les moyens, en fin de compte, donc, de prendre les services d'un professionnel comme toi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bah, Qu'est-ce qu'ils je peuvent dirais utiliser? ils peuvent le faire eux-mêmes. Hein. C'est faisable. Après, tu prends tu prends une TPE. Enfin, moi, j'ai des amis qui ont des petites TPE où ils sont 3, 4 à l'intérieur. Les mecs, ils font 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu sais, je veux dire, il y a différents types de Moi, je TPE. parle en dessous, je parle vraiment Tu d'une parles de personne qui est l'indépendant, toi. Tu parles de l'indépendant. l'indépendant solopreneur qui fait moins de 100 000 euros. Est-ce que des logiciels comme Hotjar, il y a quoi encore? Il y a plein de sites sociaux comme ça où ils permettent de voir des sitemaps, des choses comme ça. Est-ce que ça vaut le coup? Ça peut valoir le coup, clairement, clairement, clairement. Mais encore une fois, le problème, je dirais que parce que c'est typiquement le genre d'outil que moi j'utilise. Mais ces outils-là, si je les utilise, c'est parce que je sais les utiliser. Un Mhm. entrepreneur qui va être solo et qui va avoir son propre business et qui va devoir s'occuper de ses clients, il n'aura pas le temps de s'occuper de ça. Donc c'est bien beau, tu sais, mais ça prend un peu de temps à faire ça. Ben, Quand je dis moi que c'est malheureusement, excuse-moi de te couper, c'est l'inconvénient de solopreneur, c'est qu'il doit tout faire. Donc exactement, après, s'il peut laisser un peu la compta, et ben, en général, il le fait, ben, ça, c'est un truc, surtout si c'est un entrepreneur en ligne, il peut l'apprendre à le faire. C'est un peu long, mais il peut apprendre à le faire. oui, ou il peut prendre quelqu'un comme moi, mais il n'est pas obligé de le prendre à 35 heures semaine. Ah, donc voilà, donc, ben, ça tombe bien que Là, tu peux le prendre à dire, bah tiens, ce mec-là, je l'utilise pour. Il y a des gens, moi j'en fais partie, tu sais, j'ai fait de la consultation sur des forfaits à 10 heures par mois. Et puis D'accord. là, tu fais du consulting, tu aiguilles la personne, et puis cette personne-là, bah, elle se dit, oui, ça fonctionne au bout d'un mois, tiens, je ressens quelques améliorations. Faut pas s'attendre non plus à des améliorations fulgurantes au bout de 3 semaines. Ça marche pas. Parce que les tests A/B, ça prend du temps, ça prend de la data, ça prend de la donnée, excuse-moi. Oui. Et comme ça prend de la donnée, obligatoirement, il faut le temps de la récolter. Si, par exemple, moi, j'ai des clients qui me disent, bah, voilà, j'ai un budget de 500 euros sur Google AdWords, je veux que dans un mois, que je performe et compagnie, ça marche pas. Tu vas performer au bout de 3 mois, 6 mois. Si ça prend du temps, c'est pas non plus, c'est pas instinctif.
C'est instinctif pour moi, mais la personne, le temps qu'elle l'apprenne, ça prend à peu près 3 ou 6 mois. Moi, une campagne Google AdWords, elle va être rentable au bout de 3 semaines. Lui, ça va lui prendre à peu près plusieurs mois. Je ne D'accord, dirais ok. pas combien là, mais ça dépend des gens. Ça dépend. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité que d'autres. D'accord. Et donc toi, toi, en fin de compte, comme tu m'as répondu, donc c'est plus entre parenthèses ta formation et ton amour du storytelling Ouais. qui t'ont aidé. Donc quels sont les concepts? Parce que là, je reviens plutôt, enfin, je pense que tu vois, depuis le temps que je fais mon podcast, je suis même pas sûr de qui est l'audience, on va dire. Est-ce que c'est les 500 000 ou en dessous? Donc moi, je parle toujours au solopreneur un petit peu. Au solopreneur, avant d'aller te voir qu'est-ce qu'il peut faire, parce que pour pas perdre du temps et ne pas faire perdre de l'argent, qu'est-ce que lui peut faire d'avance par lui-même pour ne pas. Je vais donner un exemple, parce que dernièrement, j'ai aidé un proche à refaire un blog. Bon, il était vraiment perdu. Et il monte deux blogs. Et moi, il me montre un article, il me dit, ah, j'aime bien son site, elle est magnifique. Et il me montre un autre, je lui dis, mais, bah, c'est deux mondes. Ils font le même trafic, mais je te dis, lui, il fait 3 fois plus d'argent parce que bah, comment elle structure ses articles, et j'ai l'impression qu'on est à l'école. Et moi, je suis pas très scolaire, même si j'ai un bac+4. Elle avait des paragraphes assez serrés, sans rien en gras, pas d'espace, parce que moi j'ai un petit peu appris le copywriting et storytelling. Disons que tu n'avais pas envie de lire. Je pense qu'une personne qui n'aime pas lire, elle lit 2 lignes, elle part. Et l'autre, il avait des grosses images, des textes en gros, du gras, des textes de 3 lignes, de 2 lignes. Et donc, je lui dis, voilà, pour ton blog que tu veux commencer, il faut faire comme lui, pas comme elle. Elle, ça paraît bien, ça paraît léché, parce qu'en plus, c'est une femme, donc c'est souvent bien cool, des belles couleurs. Mais ça va plaire qu'au littéraire. Lui, même si tu n'aimes pas lire, tu vas lire. Mais je dirais que parce que là, ta question, si je vais essayer de la reformuler, essayer de comprendre un peu mieux, là, c'est par exemple pour un blogueur, parce que le storytelling, ça fait partie du blogging. Oui. Quand tu fais du blogging, tu racontes des histoires. Donc, si pour un blogueur, ce que tu veux savoir, c'est comment. Blogueur ou un marketeur qui utilise des pages de vente, donc comment, avant de venir te voir, il peut lui, parce que le but, c'est, enfin, souvent, moi, quand je travaille avec des pros, ben, c'est bien de mâcher un peu le travail, d'avoir un site qui est responsive, un ensemble de choses qui fait que quand il va venir, il sera efficace, il va ramener sa touche personnelle, mais qui ne va pas te dire, ben non, mais là, je ne peux rien faire parce que tu es tellement loin que il y a trop de travail à faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous faire avant de t'appeler? Qu'est-ce qu'on peut travailler sur le texte, sur le contenu, sur la mise en page, enfin, plein de choses. Faut réfléchir à son histoire. Clairement, là, si vous voulez transposer quelque chose sur Internet, sur votre site, sur votre blog ou n'importe quoi, ou même en face à face, faut travailler son histoire. Moi, je peux pas la deviner à votre place. Donc, il faut arriver à structurer quelle est la colonne vertébrale de l'histoire que vous voulez transmettre. Ni plus ni moins, si je devais reprendre un exemple qui est bateau, mais on va reprendre un film. Ok, tu connais Rocky. Oui, Ok, oui, tout à un fait. bon film de gars. Rocky, c'est ni plus ni moins très simple. Il y a 3 parties dans son histoire. La première, dans son film, la première raconte son histoire, donc c'est-à-dire tout ce qui est avant la réussite. La deuxième partie, c'est l'engagement émotionnel, c'est-à-dire l'hameçon sur lesquels ils vont attraper le public. Et l'hameçon dans l'histoire de Rocky, c'est il se bat contre le champion du monde. Puis, à partir du moment où il se bat, il y a la troisième partie qui arrive, qui est la réussite. Il atteint son objectif. Je ne sais pas si tu te rappelles de l'histoire, mais l'histoire, il perd contre le champion du monde. Mais c'est pas grave. L'histoire, c'est vraiment de se dire comment il en est arrivé, quel était le processus là-dedans. Et ça, moi, je ne peux pas le deviner. Tu peux pas savoir pour la personne qu'est-ce qu'elle fait. Donc, il faut arriver à noter les points qui sont les plus importants dans une histoire et qui sont clés dans une histoire pour pouvoir avoir envie de la raconter. Puis encore une fois, c'est pas juste de parler de ses réussites, il faut aussi parler de ses échecs. Pardon. Quand toi, tu racontes là en podcast que ben voilà, tu as eu des soucis sur des blogs, que ton blog il performe pas assez ou machin, ça, typiquement, c'est des points sur lesquels il faut pas hésiter à en parler. La plupart des gens ont peur de parler de leurs échecs, ce qui est vraiment dommage. Parce que bon, ça c'est une histoire de confiance en soi, mais pourtant, c'est là-dedans que se trouvent en règle générale les déclencheurs des réussites futures. Donc, il faut pas hésiter à en parler et puis à réfléchir à OK, j'ai eu un déclencheur, enfin, j'ai eu un déclencheur à un moment, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Ça a certainement été une difficulté à un moment donné, qui a fait que bah, aujourd'hui, cette personne-là réussit dans tel ou tel domaine où elle a envie de faire telle ou telle chose.
Bah, c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui va toucher les gens parce qu'on on a tous échoué. Et donc, c'est peut-être Exact. plus facile. C'est plus facile de se rencontrer là que de dire on a réussi, parce qu'il y a plein de gens qui, malheureusement, d'après eux, n'ont pas réussi, même si on a tous réussi d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est vrai que si on raconte un échec et ensuite il y a une réussite, bah, c'est peut-être, comme tu dis, l'hameçon, à ce moment-là qu'ils vont s'accrocher et vont dire bah là, je l'accroche à l'échec pour remonter à la réussite. Donc, c'est peut-être ça aussi l'effet. Exactement. T'écoutes J.K. Rowling, qui est l'auteur d'Harry Potter, tu sais, à chaque fois qu'elle raconte son histoire, c'est en gros, elle raconte son manque d'argent, ce chômage, la pauvreté et compagnie. Puis après, elle raconte la transformation, de comment ça s'est passé, tu sais, la découverte de l'utilité de ses échecs, en fait. Et elle commence à voir ça et elle voit que, en fait, bah, les échecs ont été essentiels dans sa vie. Puis après, elle en tire une leçon de vie. Puis en règle générale, c'est comme ça qu'elle formule et que quand on lui parle de son histoire, c'est comme ça qu'elle le formule. Et typiquement, ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire par vous-même. C'est très simple de savoir quels étaient les événements marquants, quelle était la transformation, puis quelle est la leçon de vie que vous en tirez. Si vous partez là-dessus, vous n'avez même pas besoin de moi pour le début. Vous pouvez commencer très simplement à raconter votre histoire. Et enfin, pardon, cette chose-là, ces 3 points-là, vous pouvez les réutiliser aussi bien pour vous que vous pouvez les réutiliser pour vos produits, pour votre entreprise, pour tout ce qui se passe dans votre vie. Donc, c'est très, très, très facile de faire du storytelling quand c'est comme ça. Après, bien entendu qu'il y a des techniques. Et puis, ça reste des choses sur lesquelles on voit en surface. Mais quand il faut aller en profondeur, on va beaucoup plus loin que ça. Où est la limite avec, parce que moi, là, pendant que tu discutais, tu parlais de ça, ça m'a fait repenser à plein de marketeurs et souvent donc les Américains. Où est la limite à l'abus de storytelling? Parce que souvent, les Américains, quand ils sortent un bouquin ou ils ont une histoire, c'est ouais, j'ai créé ma première boîte à 9 ans, j'ai échoué 2 fois, j'étais dans la rue pendant des siècles, je ne pouvais pas manger, j'étais avec les food stamps, et, et ensuite j'ai réussi, je suis passé de 0 à 100 millions en 3 mois. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un abus de storytelling des fois? Il y en a. Mais je pense que tu sais, c'est pas la majorité des gens. Faut pas se dire que je pense pas qu'il faut se limiter. Je pense qu'après c'est plus une question de personnalité. Il y a des personnalités qui aiment se vanter de ce qu'ils font, puis qui aiment en surjouer, en remettre une couche. Je pense pas que ce soit la majorité. Après, de toute façon, si tu aimes surjouer, je veux dire, il n'y a pas de limite. Les gens se limiteront pas parce que tu leur dis que c'est pas bien. Donc, chacun fait comme il veut. C'est clair qu'il y a des limites, puis les limites, elles sont personnelles. Chacun voit sa propre limite là où elle était. Moi, personnellement, je pense qu'il y a des belles choses. Tu peux tout dire. L'important, c'est de savoir comment le dire. Est-ce Et que donc ça va aussi dépendre de l'audience? Parce que si on a une audience précisément qu'on veut toucher, est-ce qu'il va falloir donc orienter son storytelling ah, bah, en sachant que va falloir, normalement le persona et l'audience va être touché par ça et pas par d'autres choses? va falloir changer l'histoire à chaque fois, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Il y a des biais, il y a des pans de l'histoire que vous allez pouvoir garder, mais vous allez l'exprimer d'une certaine façon, d'une façon complètement différente. Et encore une fois, c'est remettre en perspective, tu sais, ce que tu as vu, ce que tu as vécu, et l'utiliser à bon escient en fonction du public que tu veux toucher, en fonction de la personne à qui tu parles. Que ce soit en face à face, parce que en storytelling, tu peux le faire en face à face vraiment très facilement quand tu vends ton produit. Tu peux le faire aussi très facilement sur un devis. Sur un devis, c'est super facile de pouvoir raconter une histoire. En vrai. Quand je dis super facile, c'est tout est relatif. C'est-à-dire sur un devis, parce que là, j'ai pas tout compris. Comment tu racontes une histoire sur un devis? Tu prends une Mais pause, tu parles pendant 5 minutes et après tu dis, bon, voilà le devis. non, t'es pas obligé. Non, c'est justement de raconter l'histoire sur le devis à l'écrit. Tu sais. Ah oui. Tu peux raconter à l'écrit parce que le copywriting et le storytelling viennent ensemble. Tu sais. Le copywriting, c'est d'utiliser comment dire, la rédaction pour vendre, ni plus ni moins. Si je devais schématiser, c'est à peu près ça. Mais le storytelling, c'est utiliser des histoires pour vendre. Donc, tu peux les mélanger pour pouvoir faire des devis qui sont autres que, bah voilà, je vous ai vendu, si je reprends l'histoire du meuble, je vous ai vendu un meuble avec 2 tiroirs, 3 portes et puis une glace. Je veux dire, ça apporte pas grand-chose. Par contre, si tu rajoutes un peu d'histoire là-dedans, clairement, ça va donner beaucoup plus envie aux gens. Et le problème des devis, c'est qu'en règle générale, ils sont relativement froids. Tu regardes un devis, tu n'as pas envie de le lire. Tu le fais Ouais. parce que, bah, en règle générale, c'est la conclusion du contrat. Et pourtant, c'est là où la personne appose sa signature. Donc, c'est hyper Ouais, important à cet endroit-là, tu sais, de pouvoir continuer à donner envie à la personne de ne pas avoir envie, en fait, d'hésiter quand elle met sa signature.
Ouais, donc c'est vraiment le storytelling à tous les endroits. C'est Il même y a pas plein, juste sur il y a vraiment la. plein de choses. Et puis une bonne histoire, tu sais, ça a toujours en fait un début, un milieu et une fin. Et c'est comme un film, c'est la même chose. Et c'est ce qu'il faut faire dans les devis, c'est ce qu'il faut faire quand vous prospectez, quand vous parlez à vos clients. Il faut toujours avoir une structure. J'imagine que toi, quand tu étais si tu étais ancien cadre commercial, c'est ce que tu faisais. Tu avais une C'est ce trame que je commerciale faisais. Et sur en plus, laquelle tu utilisais. Que tu utilisais. à force de l'utiliser, ben, j'avais des automatismes. Et selon Ouais. la personne, selon le contexte, le cerveau, je pense, travaillait naturellement. Et puis, voilà, c'était assez simple. Et donc, oui, il y avait une étape. Et si je ratais une étape, ben, je repartais à zéro. Exact, exact. Mais Voilà. c'est ça. C'est ni plus ni moins que ça. Et puis si la personne ne comprend pas ton histoire, il faut repartir à zéro. Il faut leur expliquer de façon différente. Et encore une fois, vous pouvez la tester. C'est pas parce que votre première histoire, vous la dites, que forcément elle va marcher. Les Mm. mots que vous employez sont pas forcément, tu l'as vu toi dans le commercial, là, c'est ce que toi tu emploies comme mot, c'est pas forcément ce que la personne comprend en face. Tout à fait. Donc, il faut la tester et puis retravailler au fur et à mesure son storytelling. C'est pas le travail d'une journée. Si vous pensez prendre, euh, je sais pas, 5 ou 10 heures avec moi et puis vous dire, bah tiens, j'ai fait mon storytelling, il est bon pour 20 ans, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Je dis 20 ans, j'exagère. C'est même 5 ans. C'est dans les 6 premiers mois, il va falloir le travailler. 6 mois après, il va falloir continuer à le bosser. Et puis, c'est le travail d'une vie. Donc, pour faire la corrélation entre le porte-à-porte et la vente en général classique et en physique et le storytelling, une donnée importante, c'était l'écoute et comment dire, je posais des questions pour vraiment connaître, parce que comme je dis, à la vente, il y a l'iceberg, il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est en dessous. Et Ouais. plus on pose de questions, plus l'iceberg il remonte, parce que ben, les gens Moi, comme je dis souvent, un bon vendeur, c'est un bon psychologue. Il est sur le canapé, il pose des questions aux clients, et plus le client sort d'infos, plus on se rend compte qu'il a d'armes pour pouvoir répondre. D'armes, excuse-moi, on parle pas d'armes, on parle d'éléments pour pouvoir vendre le produit que le client veut. Voilà. Ouais, ouais. Comment le storytelling peut ressembler à ça? Comment on peut donc avoir tous les éléments pour bien répondre à ce que veut le consommateur, on va dire. Ben, je dirais qu'il faut simplifier. Toi, tu le disais très bien, hein, je trouve que c'est la bonne chose, c'est savoir écouter. Quand on veut vendre et quand on veut, par exemple, utiliser une page de vente, je pense que il faut pas se rusher à se dire, bah tiens, moi, je veux mettre ça dans dans ma page de vente et je veux que ce soit, je veux que ça représente, enfin, qu'il y ait tel exemple qui soit expliqué dans ma page de vente, et puis je bouge pas de ça. Je pense qu'il faut vraiment s'adapter plutôt à son auditoire, plutôt que chercher à ce que l'auditoire s'adapte à notre discours. Et c'est exactement ce que tu fais toi quand tu pars à faire du porte-à-porte là. T'attends pas, et tu le dis très bien, tu fais le psychologue. C'est exactement ça. Tu écoutes ce que ton audience a à dire, et une fois que tu as compris ce que ton audience dit, explique, ce qu'elle ressent, là, tu vas, comme tu dis, avoir des armes, entre guillemets, hein, c'est des gros guillemets, là, mais tu vas avoir des billes pour pouvoir lui dire, oui, mon produit te convient, ou bah non, je passe mon chemin, à mon avis, ça vous ira pas. Tout Et à ça fait. sert à rien Tout à de fait. forcer. Tu sais. Ça n'a aucun Mm. intérêt de forcer à la vente quand on sait très bien que le produit ne fonctionne pas. Et normalement, si vous avez fait votre travail de psychologue avant, vous n'avez pas besoin d'une heure pour le savoir. Ça. Vous avez besoin de quelques minutes pour savoir si oui ou non le produit convient. Ce qui fait qu'en Mm. règle générale, vous allez beaucoup plus vite quand il s'agit derrière de réussir votre vente. Tout à fait. Surtout en plus dans cette période-là, des fois, c'est le client qui se vend lui-même et qui insiste. Ben, des fois, il faut Exact. savoir calmer et dire voilà, il y a des étapes à respecter. On va faire la vente plus tard. D'abord, on Exact. fait des étapes pour être tranquille. Bon, ben, j'espère que les personnes ont compris le storytelling. Donc, je mettrai tous les liens donc, pour te joindre pour ceux qui veulent faire un peu de storytelling. Donc, tu nous as bien dit, hein, moi, je parle toujours au petit sur le prenant. Donc, il y a le petit forfait de 10 heures, mais on peut aussi prendre plus. Après, ça va dépendre du budget. En plus, dans tous les cas, donc, il y a peut-être des discussions à avoir, peut-être un premier rendez-vous pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'offre toujours une heure de consultation, enfin plutôt une demi-heure de consultation pour pouvoir expliquer un peu ce que je fais et puis surtout écouter les besoins du client et savoir si je peux l'aider là-dedans. Tu sais. Bon, Parce que ben, ça sert à rien de partir sur une heure de consultation si je ne sais pas si je pourrais l'aider. Ça n'a aucun d'accord. Bon, ben, Julien, là,
Je vais malheureusement te poser les 5 questions que tu poses à tout le Malheureusement, monde. oh mon Dieu, la vie est injuste. Non, c'est heureusement, non, c'est des bonnes questions. Donc, quel est le business dont tu rêves que tu n'as pas encore créé? Ah, voilà, ça c'est une grande question, ça. Ouais. Ouais, un business que j'aimerais créer, moi c'est Qui un business. t'enfoule en toi, tu te dis, ah, je suis pas encore prêt, ou j'ai pas les fonds, Ça, j'ai c'est pas même la pas une sauce. question, c'est que j'ai déjà essayé en fait, mais j'ai pas réussi malheureusement. Moi, je voudrais créer un business qui fonctionne tout seul, qui tourne tout seul, où j'ai pas besoin de travailler. Ou tu sais, le mode, tu connais certainement Tim Ferriss, peut-être, Oui, bah, Tim Ferriss, ouais. Ah, avec il son bosse un peu, hein. 401 Quick. Il bosse un peu. Je Ouais, l'écoutais hier mais encore au podcast hier, mais il est malin, il est très malin. non, non, mais non, mais dans le sens où plus, c'est pas qu'il bosse pas, c'est pas le truc. C'est plus de se dire que s'il a envie de prendre une journée, il peut la prendre. Tu sais. Moi, à Mais l'heure actuelle, c'est ce qu'il disait hier avec son invité, j'ai oublié celui qui a créé Flickr et ouais, Twitter, je crois. ok, Et voilà, il disait en fin de compte, lui, voilà, c'est le pro, c'est le hacker du temps. Lui, il sait, et en fin de compte, le temps, c'est tout le monde, on le sait tous, c'est c'est le l'élément le nerf de plus la guerre. important. Et lui, sa vie tourne autour du temps. Il sait utiliser son temps, il sait ne pas perdre son temps. Exact. Et c'est comme ça que ça marche. Puis moi, c'est ça que je voudrais. Tu sais. C'est pas une question d'arrêter de bosser parce que je pense que j'aime trop ce que je fais pour m'arrêter. Tu sais. Mais c'est plus d'arriver à trouver un moyen de sortir des formations en ligne, par exemple, qui tournent toutes seules sans avoir besoin d'être au téléphone tout le temps avec des clients. Tu sais. Si j'avais un business de rêve, ce serait ça. Tu sais. Mais après, tu sais, après, il y en a qui fonctionnent. Tu vois, vous connaissez peut-être pas forcément en Europe là, mais il y a un mec qui s'appelle Monet Moustache que Oui, j'apprécie. qu'on connaît bien, j'ai fait un article sur lui. Oui, Ah, oui. ok, ah, ok. Bon. De early retirement, ceux qui veulent Ouais, prendre. non, mais ce type-là me fait marrer parce que le type, il a réussi à prendre sa retraite à quel âge? Il avait 20 ans, 26 ans, non, un truc comme ça? Non, 36 ans, est-ce qu'il y a 28 ou 29 et sa femme un an après, je crois. Mais Ouais, bon, c'est ça. Non, mais ils avaient des très très gros salaires et ils ont pu économiser, je crois, environ 50 à 60% de leurs revenus, donc c'est des monstres. ouais, ouais, mais enfin, attends. D'accord, ils avaient des gros salaires. Bon, premièrement, ils bossaient beaucoup, mais deuxièmement, ces gens-là, tu sais, ils ne dépensaient rien. Ah oui, Ces, ils ces sont forts. types-là, tu sais, ils gagnaient 100 000 à l'année, mais ils devaient dépenser, je pense qu'à deux, tu vois, moi, je fais des calculs, moi et ma copine, on est à peu près à 25-30 000 dollars canadiens Mhm. par an de dépenses. Donc, on essaye d'un peu de calquer leur modèle, tu sais. Mais lui, je pense qu'il est autour entre 20 et 25 000. Tu sais. Donc, lui, il partait même pas en vacances, il s'est privé, il s'achetait pas le dernier iPhone, ni le dernier MacBook, ni le dernier machin. Ouais, Lui, il mais avait pas tout ça. Tu sais. ils sont, ils sont minimalistes. Et puis moi, après, quand on dit, si mais si tu commences jeune et tu te prives pendant 10 ans, tu as encore 40 50 ans. Si tout se passe bien, bien sûr, ça n'a pas de problème. Donc il est vrai que quand on regarde son plan, on se dit, mais c'est le plan parfait. Et moi, j'aurais bien aimé avoir ce plan-là. Pourtant, je suis très entrepreneur, donc je préfère prendre des risques. Mais je me dis, à 18 ans, peut-être, je me dis, mais ça vaut le coup de prendre 10 ans. Ah, mais Mais oui. bon, à l'époque, il fallait le savoir. Ben, c'est ça, moi à l'époque, mais j'y pensais même pas. J'y pensais vraiment pas, tu sais, à me dire, tiens, je pourrais être en retraite plus tôt. On est tellement calqué dans un modèle où tu prends ta retraite à 60, voire 65 ans maintenant. Tu sais, c'est un modèle qui a été ancré chez nous jeunes. Et donc on se dit, bah, on le suit, tu sais, parce qu'on nous l'a appris. Mais aujourd'hui, moi j'ai découvert des choses, puis je suis là à me dire, ouais, si lui il est parti avec, je pense qu'il avait, c'est entre 1 million et 1,5 million hein, seulement. Hein. C'est pas énorme. Hein. Ouais, c'est pas énorme, mais bon, il a su bien les placer. Il y a pire que lui, parce que j'ai entendu la nouvelle mode, c'est les gars de Google qui sont quatre, qui gagnent très bien leur vie, et mais eux, pour moi, je trouve ça stupide. Ils dorment dans leur voiture. Comme à Google, on dort beaucoup, ils gardent leur voiture en dessous de chez Google. Je crois que Ouais. lui, il économise 70, je crois que c'est 2 cas 2. Et ils vont travailler. À Google, tu n'as pas de choix, tu travailles environ 12 15 heures, parce que c'est des grands cadres. Ils gagnent extrêmement bien leur vie, et eux, leur programme, c'est de prendre la retraite sous 3 4 ans. Parce que Ah, bah, ok. ils gagnent tellement. Ils dorment dans leur voiture, ils vont se laver chez Google, ils mangent chez Google, ils travaillent, ils redescendent. Voilà, le mec n'a pas de vie. Mais bon, en 3 ans, mais bon, c'est spécial. Je ne sais pas Ouais, qui ouais. m'en a parlé. Je sais pas s'il y a un bouquin, mais c'est spécial. Ouais, bah, tu sais, c'est aussi américain. Hein. Voilà, Et puis, il faut faut en prendre patienter. et il faut en laisser là-dedans. Hein, tu sais. C'est Bon. spécial. Bon, deuxième question. Quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur que tu as eu? Meilleure expérience, ouais, il y en a quelques-unes. Meilleure expérience. Bah tiens, je vais te raconter une qui est arrivée il y a peu de temps, c'est assez impressionnant, puis c'est grâce au podcast, tu vois. Je travaillais à Apple en 2011-12, et puis j'ai un des gars avec qui je bossais qui m'a rappelé il y a peu de temps pour devenir un de mes clients grâce à mon podcast. Donc en Ah, fait, ce qui c'est s'est cool ça. passé, c'est que ce type-là a continué à suivre ce que je faisais. Puis c'est vrai que depuis un an et demi, je suis quand même beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux.
Je fais vraiment mon autopromotion. Là. J'ai construit mon branding. Ouais, moi, je t'ai connu sur LinkedIn. Ouais, tu m'as connu sur LinkedIn. Et puis voilà, à partir de ce moment-là, j'ai continué moi à faire ma boss. Et puis lui a continué à me suivre sans que je le sache. Puis là, D'accord. il y a quelques mois, il m'a recontacté et puis il me dit, écoute, je sais que tu es bon là-dedans, tu es bon dans le copywriting, dans le storytelling. J'ai besoin que tu me gères mes campagnes Google AdWords. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu fais ça? Et puis, ça a été en fait un peu, tu sais, ce qu'on disait sur le fait de créer une entreprise de rêve qui fonctionne toute seule. Moi, Mhm. là, ce mec-là, tu sais, il est revenu me voir. Bon, on se connaissait par ce biais-là. Il m'a recontacté par le biais de LinkedIn. Mais genre, on a travaillé peut-être 3 semaines, un mois ensemble. On s'est vus ensemble, on s'est vus travailler. On savait que, tu sais, l'un et l'autre, on s'entendait bien. Tu sais. Mais il est venu me voir sans que j'ai même pas besoin de lui vendre mon produit. Puis ça, j'ai trouvé ça énorme, tu sais, parce que j'ai même pas eu besoin. Le mec était déjà convaincu avant même que j'arrive. Puis ça, j'ai trouvé ça Comme quoi, super. il faut toujours faire des bonnes choses, avoir une bonne réputation, ça peut toujours servir. Ah, mais ça sert à 200% aujourd'hui. Tu sais, l'année dernière, j'ai eu un groupe qui m'a contacté pour faire un podcast, comment dire, un podcast, comment on appelle ça, invité, mais tu sais, c'est quelqu'un qui me rémunérait. Tu sais. Et j'ai été Ah surpris ouais, parce que mon podcast avait 4 mois. Tu sais. Donc, j'étais hyper surpris que la personne veuille me rémunérer pour ça. Et puis, moi, je me suis arrangé avec cette personne-là parce que je voulais surtout pas, c'est qu'on parle du projet. C'était un projet gouvernemental, hein, donc c'est un peu particulier. d'accord. Mais Mhm. je voulais pas qu'on passe notre vie, enfin le podcast, l'épisode en tant que tel, à parler d'une demi-heure du projet. Moi, mon objectif, c'était qu'il y ait vraiment du contenu intéressant pour mon audience. Puis le mec a été intéressé, et puis il m'a dit ouais, j'ai aucun souci. Et puis ils m'ont D'accord. rémunéré. Ah, c'est Et super cool. deuxième superbe histoire dans la dernière année. Je vais pas te raconter tout ce qui m'est arrivé avant, mais c'est vrai que non, c'était super. C'est le genre de choses très intéressantes. Ok, donc troisième question. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Tiens, j'en ai parlé. Hein. Si vous voulez, il faut construire son branding personnel sur les réseaux sociaux. C'est pas compliqué. Hein. C'est pas Planning compliqué, mais ça demande personnel. du temps. Hein. C'est du temps, c'est de l'investissement. Moi, un podcast, je sais pas, toi, tu fais des interviews, c'est un peu différent. Hein, mais moi, quand je crée des podcasts tout seul, c'est 7 heures de travail. Donc, et puis zéro rémunération, hein, bien entendu. Comme toi, là, actuellement. Hein, j'imagine que tu n'es pas rémunéré. Non, Donc, pas directement, parce que je mets des fois des liens d'affiliation, mais bon, quand les gens sont en voiture, je pense pas qu'ils retiennent les liens. non, Même non, si mais j'ai appris que certains, en fin de compte, lisaient. Moi, je pensais pas que les gens lisaient beaucoup, donc ils vont sur mon site et ils lisent, en fin de compte, la retranscription. ouais, ouais. Donc, bon, heureusement, dedans, je mets quelques liens, parce que ma base de business, c'est l'affiliation. Mais bon, je savais pas que ça marchait. Donc voilà. Moi mais, comme je l'ai dit souvent, mes exemples, c'est John Lee Dumas, Pat Flint, Tim Ferriss et autres. Donc Ouais. j'essaie de caler un peu sur eux comment ils font. Mais bon, actuellement, j'ai des partenariats qui devraient arriver, mais ça prend du temps, ça discute. Et puis je préfère prendre mon temps à avoir le bon partenaire que de prendre un partenaire au hasard. Exact, exact. Mm. Donc voilà, moi je trouve qu'il faut travailler sa réputation en ligne. Moi, c'est l'un des trucs sur lesquels, tu vois, quand j'ai lancé mes premiers projets il y a encore 5 ans, j'avais aucune réputation en ligne. Ce qui fait que globalement, quand je suis arrivé, pourtant j'étais interviewé par des télévisions, des radios, des machins, parce que j'avais un projet qui était très particulier, tu sais, que je ramenais au Québec et que les gens connaissaient pas ici. Donc les gens ont été intéressés, ok, là, mais derrière, j'avais pas de réputation, ce qui fait que bon, les gens ils m'ont vu arriver et puis ils se sont dit, bah, c'est qui lui? C'est qui ce Mm. mec-là? Et que vous soyez ébéniste ou n'importe quel type de solopreneur, un ébéniste, j'essaye de réfléchir, mais un fleuriste ou n'importe quoi a besoin de bâtir sa réputation en ligne. Et c'est important, tu sais, de montrer qui on est en ligne aujourd'hui parce que il y a, je sais pas, c'est 60-70% des gens qui sont en ligne. Donc, je veux dire, il y a 90, je disais une stat ce matin, il y a 90% des gens qui utilisent l'email. Mm. Donc, si tu bâtis pas ton truc en ligne, là, ton branding, là, ta réputation en ligne, Ah, il y a le côté globalement, canadien qui revient là. hein? Si t'as eu un petit coup d'accent canadien, ça revient tout doucement. Ouais, j'essaye de me calmer quand je suis avec les Français, là, les hosties français. Donc Ouais, ouais, non, t'as raison, c'est super important parce que souvent c'est un petit travail en amont, mais le jour où tu vas faire la vente, ben, les gens exact. vont se dire ah ben lui je l'ai déjà vu. Parce que Et les gens ont puis, besoin d'être rassurés. et Donc même s'ils t'ont pas vu, le gros avantage, c'est qu'après, ils peuvent fouiller sur qui tu es. Ils peuvent te découvrir par ce biais-là. Ok, tu sais, il y a quelqu'un, moi aujourd'hui, je vais le contacter sur LinkedIn, il va me voir, il va dire, mais c'est qui ce type-là? Il vient me voir, il me fait chier, il m'emmerde. J'ai pas envie de parler avec lui. Puis là, tu sais, moi j'ai toujours un petit mot privé, tu sais, puis il découvre mon podcast, ce type-là.
Puis il se dit, putain, et ce mec-là, il a 50, 60 podcasts, c'est intéressant, il parle de marketing. Ok, je vais en écouter un, je vais voir ce que ça va donner. Tu sais. Puis ben, bon, dans le meilleur des cas, il apprécie ce que je fais, et puis il en écoute 2, 3, 4, 5. Et voilà. Ce mec-là, au bout de 5 podcasts, il a appris à me connaître. Il sait ce que je fais, il connaît le ton de ma voix, il sait comment je travaille, il sait avec qui je travaille et compagnie. Ben, il va avoir tout de suite plus confiance très facilement, sans que moi j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et tu auras plus écouté que ses amis ou que sa femme, donc ils disent bon voilà, c'est bon, lui je le connais. T'as tout compris. Mais c'est vrai que les gens aujourd'hui, ça demande du temps, hein, la présence en ligne. Je veux dire, moi, partager des podcasts et compagnie, ça demande du temps. Tu sais. Je me réveille 1 heure plus tôt le matin quand je sors un podcast parce qu'il faut que je partage tout ça. Tu sais. J'ai bâti en 1 an une communauté d'à peu près 2000 personnes, tu sais. Ce qui n'est pas grand-chose, mais rien qu'avec ça, ben, écoute, avec ça, j'ai un bassin de clients, même si j'en chope 10% là-dessus, tu sais. Ben, si j'ai 20 clients grâce à ça, c'est formidable. C'est formidable. Tu n'as pas besoin non plus de 150 clients. Hein. Tu as besoin d'une vingtaine de clients sûrs. Hein. Donc, voilà. C'est vrai. Donc, je suis perdu dans mes... Ah oui, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Je ne sais même pas si j'ai posé des questions, mais bon. Quelle est la... il manque une question. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Un livre. T'aurais pu me le dire avant que tu allais me poser toutes ces questions-là, toi. Un livre, moi j'ai parlé de 4 Hours Work Week, même si j'aime beaucoup ce bouquin, mais avec le recul, je pense que déjà le bouquin a une dizaine d'années. Donc ce qu'il explique à l'époque, parce qu'il parle beaucoup d'exemples de, comment on appelle ça? J'ai plus le terme là, mais vendre par le biais d'Amazon. Automatisation. Ouais, mais je voyais plus parce que lui il vend des produits. FBA, dropshipping. Ça aujourd'hui, le dropshipping, je veux dire, tout le monde en parle à tous les coins de rue. Pour moi, c'est quelque chose qui peut être bien si vraiment tu as un produit de niche là, qui peut cartonner, tu sais. Mais si c'est pour faire comme monsieur et madame tout le monde, ça sert à rien de faire du dropshipping. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, pour moi, bon, ce livre-là a été personnellement une révélation pour devenir entrepreneur. Après, j'ai eu d'autres livres qui m'ont vraiment. C'est en Nouvelle-Zélande où j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup de bouquins. Je les ai pas devant moi malheureusement. Là. J'ai lu aussi Lean Startup qui est d'Eric Ries, qui est vraiment excellent aussi dans l'esprit. Et d'ailleurs, c'est un peu l'esprit du test AB dont on parlait tout à l'heure. De jamais se laisser aller à se dire que ça y est, j'ai la solution. Que non, toujours retester et revoir que il n'y a pas quelque chose de mieux. Donc ce type de bouquin m'inspire énormément. Et puis voilà, moi je lis à peu près un peu moins en ce moment parce que j'ai beaucoup de boulot. Mais l'année dernière, je lisais un bouquin par semaine. Donc des bouquins, j'en ai beaucoup. J'adore ça lire. Tu les lis ou tu les écoutes? Parce que moi, je suis plus devenu non, je les lis parce que je prends énormément de. Excuse-moi, je parle un peu plus loin du micro. Là. Ah, tu prends les notes et tu. Ouais, je prends les notes. Puis en fait, je les lis parce que je suis en mode lecture rapide. Donc, quand je lis un bouquin quand je dis un bouquin par semaine, c'est que je le lis en moyenne. Je crois que c'est à peu près 300 à 400 mots la minute pour l'être humain normal. Puis je suis plus autour de 8 à 1000 mots minute. Ah oui, t'es vraiment un phéricien, quoi. Ouais, bah oui, ouais, j'essaye de prendre un peu. Bah, d'ailleurs, c'est lui aussi qui m'a donné envie de ce truc-là. Tu sais. Moi, j'ai appliqué beaucoup de choses de chez lui parce que, par exemple, les emails pendant un temps, moins en ce moment, parce que j'ai des clients qui sont assez, on va dire qu'ils sont assez prennent du temps. Mais pendant un temps, je faisais le truc de l'email où je regardais ça 2 fois par jour. Et puis, après, il y a des nouveaux systèmes maintenant où tu peux. Parce que j'ai écouté un autre podcast, c'est un Australien. Je crois que c'est Haro ou Yaro. Et il expliquait que maintenant, voilà, tu peux déléguer même tes mails. Lui, donc, tous ces mails, c'est une personne qui les gère. Oui, tu peux le faire. Tout à fait. Mais Tim Ferriss le fait aussi. Tim Ferriss, dans son livre 4 Hours Work Week, c'est exactement ce qu'il lui dit. Il a dit ses emails, ils sont gérés en Inde. Et là, moi, parce que j'ai interviewé Eric Béhanzin, qui est un entrepreneur en France, et j'ai vu un autre podcaster aux États-Unis qui, eux, maintenant, ne gèrent même plus leur téléphone. Ils m'ont dit non, ils n'ont pas de téléphone. Ils ont un téléphone à l'ancienne pour que leur femme appelle, c'est tout, et leur enfant. Et puis ensuite, le téléphone, c'est l'assistante qui gère, et eux, ils répondent à aucun téléphone. Donc, moi, quand j'ai dû contacter, c'est par LinkedIn. Et en fin de compte, c'est sa secrétaire qui m'a répondu, il m'a dit voilà, je vais voir avec lui. Et quand on m'appelait, c'est elle qui m'appelait pour me dire qu'il a besoin de parler. Voilà. Et je pense qu'il faut aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on n'a pas cette habitude quand on est entrepreneur, tu sais, de déléguer.
On a vraiment du mal, surtout des gens qui ont pas cette habitude-là, qui ont travaillé beaucoup solo pendant des années. Ils ont peur de déléguer, mais je trouve que c'est une super belle chose parce que ça nous libère du temps pour faire d'autres choses et notamment de penser à notre stratégie à long terme. Et le problème, c'est Et en quand on plus, met la tête dans le guidon, là, indirectement, on crée du travail, donc c'est bien. ah ouais, clairement. Ouais. Mais moi, je verrais, si on pense du côté égoïste, parce que de toute façon, 90% des gens pensent d'abord à leur gueule avant de penser à celle des autres. Ce Mhm. qui est, tu sais, c'est normal, là, c'est humain, hein, ça a rien de, c'est pas une critique là. Je suis le premier à être comme ça. En fait. Mais je pense que tu sais, le premier truc, c'est de se dire, bah tiens, si j'arrive à penser à ma stratégie à long terme, et je reviens à ce que tu vas dire, ce que tu viens de dire, c'est que je vais réussir à perdurer. Si je pense à ça, tu sais, normalement, si je prends les bonnes actions, il n'y a pas de raison que je ne réussisse pas à perdurer. Et résultat des courses, les gens à qui je donne de l'argent, des salaires et compagnie, ces gens-là pourront continuer à vivre grâce à moi. Mm. Donc, c'est hyper important, tu sais, de se dire, de ne pas focaliser juste sur le court terme, le moyen terme à 6 mois ou à 2 ans, tu sais, mais de se dire, qu'est-ce que je vais faire dans 50. Mais c'est Mm. très compliqué par expérience, je sais pas toi comment tu le vis là, mais je trouve que dans les 2 premières années, c'est assez complexe de penser à ça. Mais Après, ça dépend du budget, mais moi, comme j'ai commencé dans l'entrepreneuriat il y a plus de 15 ans et je l'ai commencé avec des structures classiques où j'étais agent immobilier, ouais, j'avais des agences, moi, j'avais toujours plutôt cet esprit, le contraire, je pensais à avoir 50, 100 salariés. Et ensuite, j'ai fait le le schéma cheminement inverse. inverse, ok. Je suis plus solopreneur, mais bon, j'ai pas peur au contraire, j'aime bien avoir de l'aide parce que comme toi, voilà, c'est énergivore d'aller sur les réseaux sociaux et de gérer plein de trucs, c'est chiant, quoi. Moi, Mais bon, personnellement, je donne beaucoup de choses. Hein. Dès que je peux me déléguer plein de trucs, là, je suis en train d'employer du monde là parce que je commence à plus pouvoir en fait subvenir. Puis là, tu vois, je suis obligé de bosser le samedi, dimanche là. Il y a un moment où j'ai même plus de temps, tu sais, pour ma femme, tu sais, donc c'est bien mm, sympathique là, mais il y a un moment où bosser 70 heures semaine, je pense que c'est pas viable pour une vie. tout à fait, mais c'est malheureusement ce qu'il faut faire au début, mais après, donc, ouais, Ah après, oui, c'est tout une à autre fait. étape. Tout à fait. Les deux Donc, premières années, c'est toujours comme ça. dernière question, donc, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Alors ça, c'est une bonne question. C'est les compétences que j'aimerais avoir. Ah si, j'aimerais. Alors c'est que j'aimerais plutôt développer. Parce que je l'ai déjà, mais pas à 100% parce que je pourrais vraiment, vraiment performer. Puis d'ailleurs, je suis en train de me former là-dessus. J'ai une formation qui va être prévue mi-mars là-dessus, là, mais c'est vraiment de performer sur Google Analytics. Ok. Parce que Google Analytics aujourd'hui, c'est toute l'activité de tes réseaux sociaux et de ton site web ou de ton blog ou de n'importe quoi. Et si tu arrives à comprendre Google Analytics et l'utiliser vraiment confortablement, je peux t'assurer qu'il y a des choses stratégiquement derrière qui peuvent découler qui sont en or. Et le souci, Mm. c'est que quand on ne sait pas l'utiliser, Google Analytics, c'est tellement large qu'il y a la majorité des gens qui vont abandonner parce que c'est trop gros à gérer. C'est très compliqué de gérer un Moi, blog, de gérer son Google j'aime Analytics, de bien y gérer les aller. réseaux sociaux, de faire tout en même temps. C'est hyper complexe. Mais moi, je sais que moi, je suis sur du AdWords et du Facebook Ad notamment. Tu sais. Et là-dessus, Google Analytics, j'ai de superbes bases, mais j'aimerais vraiment être un top performer là-dedans. Donc, c'est une des compétences D'accord. vraiment à avoir là dans Bah, les c'est une prochains très bonne mois. compétence, donc je pense que tu nous tiendras au courant l'année prochaine pour savoir si tu as évolué, si on peut t'appeler pour ça, parce que même moi je le fais, et Ouais. j'avoue que j'aime bien l'analytique, parce qu'on a beaucoup de bonnes informations, mais je sais que je l'utilise pas à 300% parce que c'est pas ma base, c'est pas ce que je connais. J'aime bien les chiffres, donc je regarde mes 10 meilleurs articles, je regarde le chemin où vont les personnes, mais après je m'arrête parce que C'est ça devient ça. trop technique. Et Mais c'est intéressant. le problème en plus de Google Analytics, c'est que toutes les données ne sont pas forcément pertinentes et que toutes les données ne sont pas forcément véridiques. Il faut faire très attention à ce qui est sur Google Analytics et je dirais qu'il faut en fait faire une contre-vérification par le biais notamment de Google Tag Manager qui te permet de taguer certaines pages et de taguer certains mouvements de clics ou de genre d'accessibilité à la page et compagnie. Et c'est ça que moi, il me manque parce que j'aimerais pouvoir. Google Analytics, je le connais très bien, mais le côté Google Tag Manager, je le connais un peu moins. Et Mm. j'ai un manque là-dessus parce que moi, je voudrais contre-vérifier et puis valider certaines hypothèses que j'ai par le biais d'Analytics. Voilà. D'accord. Donc Bon, voilà. on est parti. On a fini, on a commencé technique, on finit technique. Donc, j'espère que tout le monde est motivé par le storytelling. Ils vont aller voir donc Julien. Donc, Julien, grand merci. Merci à toi. Très gentil pour Et à l'invitation. bientôt. Je mets tous les liens et puis je te dis à l'année prochaine. Tu vas nous parler d'analytique alors. Ok, on en parle l'année prochaine. Ok, Bye. ciao, ciao. Ciao.
Merci donc à Julien de nous avoir donc aiguillé un peu sur le storytelling. Tout ça pour ceux qui ne savaient pas, donc on a un peu vadrouillé, baladé entre le storytelling et le copywriting. Bien sûr, il y a une différence. J'espère que vous l'avez donc noté. C'est surtout moi qui me suis trompé en partant un peu dans le copywriting, mais donc c'est deux éléments assez importants pour vendre en ligne, hors ligne, mais surtout en ligne, quand on veut donc bien vendre, quand on a un blog ou des pages de vente ou des fiches de produits quand on fait du e-commerce. Donc voilà. N'hésitez pas donc à commenter le podcast donc sur les différentes plateformes, donc Stitcher, Google Play et autres, iTunes surtout. N'hésitez pas donc aussi à commander directement sur mon blog, thierry-henry.fr/podcast, et donc à télécharger donc les épisodes. Il y en a plusieurs, donc il y en a d'autres pour ceux qui cherchent plus d'informations, donc pour le business en général, que ce soit l'e-commerce ou l'affiliation. On a donc différents épisodes. Donc moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, donc simplement mardi prochain. Ciao.